Les psychologues savent depuis longtemps que la cruauté infantile existe et que les enfants très petits déjà vont pouvoir exercer des rapports de pouvoir ou de force sur les plus faibles. Et donc c'est très précocement qu'il faut pouvoir s'exprimer et sensibiliser les enfants là-dessus. Le harcèlement, harcèlement scolaire, ça a toujours existé et ça existe encore aujourd'hui sous sa forme non numérique. C'est-à-dire qu'il y a aussi du harcèlement, celui qui tous les jours se fait bisuter, se fait frapper, se fait insulter dans la cour de récré. Donc ça, c'est pas forcément lié qu'au numérique. Mais effectivement, on voit aujourd'hui des prolongements, c'est-à-dire certains jeunes qui étaient, une fois sortis du contexte scolaire, à 17h quand il rentrait chez lui, protégés parce qu'il était dans sa famille, donc qui se retrouvait en dehors de l'espace où il était maltraité. Actuellement, on voit que ça peut très facilement continuer, notamment par le biais des réseaux sociaux, des messages qui peuvent être diffusés à longueur de temps. Donc effectivement, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a plus ces espaces de respiration en quelque sorte, où le jeune peut être mis à distance du harcèlement. Donc ça, c'est vraiment un changement important. Et le deuxième changement important, c'est la rapidité et le développement géographique, la diffusion géographique qu'on va pouvoir voir de ces messages, insultes, menaces, etc., qui peuvent toucher très rapidement beaucoup plus de monde que quand c'est dans la cour de récré ou dans le petit village. Enfin, voilà. Mais ces phénomènes d'expansion et de diffusion, on les retrouvait déjà, mais à plus petite échelle parce que c'était oral. Quand un enfant est victime de harcèlement, il va développer des symptômes, les conduites de repli, les conduites, les troubles de l'humeur, les attitudes de tristesse, les auto-reproches, les auto-châtiments, les auto-scarifications sont autant de signes qui peuvent interpeller sur le malaise d'un enfant ou d'un adolescent à se socialiser et à s'ouvrir aux autres vers le monde extérieur. En tant que parent, on peut repérer des changements de comportement, c'est-à-dire un jeune qui va être beaucoup plus éteint, beaucoup plus triste qu'avant, alors qu'il n'était pas comme ça avant. Un changement au niveau des résultats scolaires, une chute scolaire sans qu'il y ait d'explication particulière, un jeune qui ne veut plus sortir alors qu'avant il sortait avec ses copains, qui ne veut plus faire de sport, qui ne veut plus aller en famille, c'est-à-dire vraiment des manifestations qui vont être des signes d'une rupture à un moment donné, et ce sont ces signaux-là qui peuvent alerter. Alors après, il y a certains signaux qui sont aussi normaux dans l'adolescence, donc il ne faut pas tout dramatiser. Mais c'est important de voir quand il y a quelque chose qui est persistant dans ces ruptures-là, ça peut être un signe effectivement d'un mal-être. Alors ce mal-être, il peut être multicausal, mais ce qui se passe à l'école, puisque l'enfant ou l'adolescent passe quand même 6 à 7 heures par jour dans la sphère scolaire, ce qui est très important. Du coup, quand un adolescent manifeste des signes comme ça de rupture dans son comportement, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe déjà au niveau des relations et au niveau de la scolarité, que ce soit avec les pairs, avec les autres jeunes, mais aussi avec les adultes, puisque parfois il peut y avoir des phénomènes de bouc émissaire ou de rejet même de la part d'adultes. Comment les parents peuvent avoir accès à ces situations? Eh bien, en instaurant une relation d'écoute, en ayant du temps à consacrer à leurs enfants pour que dans les moments où ils se parlent, au coucher ou en fin de journée, ou dans la voiture pour aller à l'école, l'écoute et la disponibilité parentale permet que ces secrets se nomment finalement, sans pour autant transformer le parent en spécialiste de la sémiologie des signes cliniques. Ce qui est important, c'est déjà de pouvoir notifier à l'enfant ou l'adolescent qu'en tant que parent, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant ou l'adolescent ne pourra pas forcément en parler et expliquer aux parents, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir recours à du soin et qu'il ne faut pas rester dans une situation comme ça bloquée, où à certains moments, le parent se rend compte qu'il y a un problème, l'enfant ou l'adolescent ne veut pas en parler, et la situation reste figée comme ça. Et c'est là qu'on peut voir des passages à l'acte grave. La loi Tout parent
en a connaissance ou peut en avoir connaissance, mais notamment les insultes, la discrimination, l'usurpation d'identité, enfin tous ces éléments-là qu'on peut voir apparaître qui font partie du harcèlement sur Internet. Les parents peuvent se positionner en garant de la loi, ce qui est vraiment très important, enfin fondamental pour les adolescents, de se rendre compte qu'il y a une loi qui existe par rapport à la transgression. Et les parents peuvent aller porter plainte réellement, et il y a des sanctions qui sont prévues pour certaines situations. Donc ça, c'est important de pouvoir se référer à la loi, parce que l'adolescent qui se construit, il cherche tout le temps la question de la loi, s'il transgresse, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et donc s'il a l'impression qu'il est tout le temps victime et que les auteurs ne sont soumis à aucune loi, c'est là, on est vraiment dans une situation qui peut encore plus le dévaloriser. Après, les parents ne peuvent pas tout faire pour soigner, pour améliorer l'état, mais déjà le constat, ça c'est le point crucial de cette relation parent-enfant. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent qui va vraiment développer des troubles graves, de la psychopathologie, c'est quand le repérage initial ne s'est pas fait. Soit parce que les parents justement peuvent être négligents dans certains cas de carence, de maltraitance, soit dans certains cas où les parents se voilent la face, on peut dire, dans certaines situations et sont sidérés face à ce qu'ils peuvent imaginer que subit leur enfant ou adolescent. Et à ce moment-là, ce sont ces parents aussi qui peuvent se faire aider par des professionnels pour faire face à ce qu'est en train de vivre leur propre enfant. Ça peut être aller à la gendarmerie, poser des questions à un gendarme pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans telle ou telle situation, est-ce qu'il y a des choses à faire, mais ça peut être aussi à certains moments un responsable de l'établissement scolaire. Parfois, le harcèlement au sein du collège, même s'il se prolonge par les réseaux sociaux, ça peut être repris au sein de l'établissement, avec les parents et le proviseur, par exemple. Après, pour vraiment des situations où ça s'est davantage enquisté, où il y a une souffrance réelle du jeune, c'est là qu'on peut faire appel à du soutien avec des éducateurs, des thérapies, avec des psychologues, psychiatres, différentes personnes qui vont être là pour soutenir la famille entière. Parce que je pense que c'est important de ne pas culpabiliser les parents, c'est-à-dire que tous les parents ne sont pas défaillants, tous les parents ne sont pas mal intentionnés, et parfois juste de leur donner quelques pistes de réflexion pour pouvoir évoquer le numérique avec leurs enfants, pour pouvoir s'autoriser à poser certaines règles par rapport au numérique, ça suffit à restaurer quelque chose.